Salut! Alors aujourd'hui, on va parler d'une jeune fille, Yara, 6 ans, qui est entrée dans sa nouvelle école en Allemagne et qui s'est retrouvée face à beaucoup de difficultés. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai traduit parce que la vidéo est en allemand et les sous-titres sont en anglais. Donc j'ai traduit tous les sous-titres et j'en ai fait une sorte d'histoire en fait que je vais vous lire en même temps que passe la vidéo. Et vous allez voir que cette jeune fille a failli et aurait pu mourir en fait dans son école à l'âge de 6 ans. Et vous allez voir un petit peu, ça fait écho un petit peu à ma vidéo hier sur la montée comme ça d'une mouvance islamiste en France par rapport aux cochons et au halal et tout ça. Et là, je trouve que c'est un bon exemple parce que l'Allemagne, comme je le dis souvent, l'Allemagne et l'Angleterre, même le Canada, tous ces pays sont un petit peu en avance sur nous par rapport à tous ces problèmes. Et vous allez voir un petit peu cette folie et le cheminement de tout ça, c'est dingue. Et les parents aussi, ces parents un petit peu inconscients à certains. Enfin, vous allez voir tout ça et je trouve qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans ce qui arrive, même si de toute façon, rien n'est jamais simple. Donc, Yara est une petite fille allemande qui, dès son entrée à l'école primaire, s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile. Elle est la seule de sa classe à parler allemand. Entourée presque uniquement d'élèves issus de l'immigration qui parlent d'autres langues, principalement l'arabe et le turc. Très vite, son père a eu le sentiment que c'était à sa fille de s'intégrer à la culture des autres et non l'inverse. Au début, Yara était pleine d'enthousiasme à l'idée d'aller à l'école, mais la réalité l'a vite rattrapée. Seulement 2 enfants de son niveau parlaient allemand et ils se trouvaient dans une autre classe. Elle s'est donc sentie isolée, contrainte de rencontrer ses rares camarades seulement pendant les récréations ou dans les espaces communs. Son père, Mike, a lui aussi mesuré l'ampleur du problème lors de la première réunion parents-professeurs. Toute la présentation des enseignants était traduite en turc, ce qui l'a laissé totalement perdu. La réunion suivante fut annulée car l'interprète était malade. Pour Mike, il devenait évident que ni lui, ni sa fille, ni même d'autres parents germanophones ne pouvaient réellement suivre la vie scolaire. Dans la cour de récréation, la situation empirait. Les enfants formaient des groupes par langue et Yara, mise à l'écart, finissait par perdre confiance. Peu à peu, elle en est venue à parler un mauvais allemand, avec des fautes de syntaxe et des mots mal utilisés, ce qui l'excluait encore davantage. Elle n'arrivait pas à se faire des amis, se sentait triste, parfois malade, avec des maux de ventre récurrents. Ses professeurs, au lieu de comprendre son malaise, lui reprochaient de toujours se plaindre. Le sentiment de solitude devenait de plus en plus lourd. Ni Yara ni ses parents ne savaient quoi faire et malheureusement la situation a fini par dégénérer. Dans la cour, un enfant qu'elle ne connaissait pas l'a poussée sans raison. Alors qu'elle se retournait, ce même enfant l'a blessée grièvement avec un objet tranchant, lui entaillant l'abdomen, la plaie a saigné abondamment. Pour Mike, c'était le choc de trop, d'autant plus que l'école a minimisé l'agression et que la directrice a refusé de commenter. Excédé, le père a contacté la police, a exigé un changement d'école pour sa fille et seulement 1 mois avant les vacances d'été, l'administration scolaire a fini par céder immédiatement. Depuis ce transfert, Yara a retrouvé le goût d'aller à l'école. Elle est désormais entourée de camarades avec qui elle peut véritablement s'entendre et nouer des liens d'amitié. Son intégration est enfin réussie, mais uniquement grâce à la détermination de ses parents et non au soutien de son ancienne école. Donc voilà, là je vous ai fait le résumé de tout ce qui se dit dans la vidéo, enfin c'est même plus qu'un résumé, hein, c'est plutôt les sous-titres mis comme ça en histoire. Et je trouve ça assez fou et je trouve que ça met aussi en évidence ce problème d'immigration de masse qui communautarise et qui met le pays, de par ses enfants, dans la difficulté. Là, cette jeune fille, elle se retrouve dans une école où elle n'est pas comprise,
où rien n'est fait pour qu'elle puisse s'intégrer, avec 95% des gens qui sont dans cette école issus de l'immigration, qui ne parlent pas allemand. Donc c'est un peu, ou un très mauvais allemand, et c'est un peu une folie parce que là, la jeune fille est tellement mise à l'écart que elle en vient à quasiment mourir sous les mains d'un élève qui la voyait comme une ennemie. À cet âge, on peut arriver à ce genre de folie, parce que si elle a 6 ans, elle est au primaire, ça veut dire qu'elle doit être à l'école avec maximum des gamins qui ont 10 ans. Et elle finit comme ça, comme poignardée, avec un objet tranchant. Et ce qui est fou, c'est que ses parents, certes, ils ont demandé un changement d'école, ils ont demandé à ce que ça soit fait le plus rapidement possible, mais comme d'habitude, ça a mis du temps, et la gamine a dû rester jusqu'à 1 mois de la fin de l'année dans cette école. Et bon, à la fin, ça finit bien heureusement plutôt bien, et la jeune fille a pu retrouver un équilibre dans sa nouvelle école, mais elle restera de toute façon traumatisée par ce qui s'est passé, et tout ça à cause de nos amis les gauchistes qui, et l'Europe, parce que l'Europe est de gauche, qui ne comprennent pas que ça ne peut pas marcher en fait. L'immigration de masse ne peut pas marcher. C'est une erreur de penser que le multiculturalisme, c'est quelque chose qui fonctionne à très grande échelle et à très grand mouvement et à très grand nombre de populations de cultures différentes. Ça ne marche pas. La Yougoslavie en a été un très bon exemple. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On le sait, l'histoire l'a montré, ça ne fonctionne pas. Par contre, tout ça, on sait à quoi c'est lié. C'est lié à nos amis communo-gauchistes et bien entendu, on peut dire aussi islamo-gauchiste, mais je vous ai déjà dit, j'aime pas trop employer le mot islamo-gauchiste, parce que pour moi, c'est donner encore plus d'appui et de force à ceux qui sont en fait des communo-gauchistes, et on pousse. Quand on dit islamo-gauchiste, on pousse les musulmans, en fait, dans leurs bras quand on dit ça. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ce mot islamo-gauchiste, parce qu'au départ, il est là pour dire que ce sont des gauchistes qui utilisent, pour être élus, des rhétoriques et des voix qui plaisent comme ça aux musulmans. Mais je trouve que c'est les pousser dans leurs bras et que c'est pas leur rendre service. Donc c'est pour ça que moi je dis tout le temps des communo-gauchistes. Et quand je dis communo-gauchistes, j'aimerais aussi vous parler de ce qui se passe dans de nombreux pays et de comme ça cette émergence, comme quoi on pousse absolument à faire entrer dans la société l'islam en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a certaines cultures qui sont extrêmement attachées à l'islam. On a par exemple cette vidéo en Belgique. Oh, la musique qui fait peur. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas regardé jusqu'au bout, là. Tintin. Arrêtez avec vos musiques qui fait peur. On veut pas de musique qui fait peur. C'est bon. Ça fait déjà bien assez peur. On n'a pas besoin de la musique qui fait peur. Arrêtez. Ça n'a pas de sens de faire ça. En plus, ça décrédibilise ce que vous voulez dénoncer. Donc ça, c'est en Belgique. En kijk tussen je voeten. Ja? Goed zo. Blijf je maar zo. Blijf je zo. Ik ga even koffie drinken. Dat doe ik. Nee. We gaan weer opstaan. Dan gaan we staan. Nou, doe dat maar. Ja, en de elleboog van de grond af. En handen dicht bij de oren. Op de grond dan, hè? Onder de oren. Mijn oren zijn veel dichterbij, hoor. Jullie hebben het zo. Jullie oren zijn... Voilà, donc là, on leur montre vraiment, on leur explique vraiment comment ça se passe. On leur explique vraiment comment faire. Alors que les profs communo-gauchistes sont les premiers à nous parler de laïcité, de ce genre de choses, on se retrouve avec des profs qui tout d'un coup trouvent ça sympa de montrer la prière à la mosquée à ses enfants. Ok. Alors tout ça c'est bien gentil. Juste après je vais vous montrer quelques chiffres. C'est l'immigration musulmane entre 1930, 1970 et aujourd'hui. Le nombre de musulmans en Europe. Mais juste avant, on va écouter
la parole de notre cher Mélenchon qui discutait avec un Français qui, ils ont tous le masque, hein, donc peut-être que c'était juste avant les élections de 2022. Et il essaye de convaincre, parce que là, il n'est pas face à un homme politique, donc il peut pas se permettre de lui parler de façon virulente, comme il parlerait à n'importe quel gars qui est des partis politiques que lui essaye de défendre quand il se retrouve en face de Mélenchon. Donc et pour une fois, il essaye de lui expliquer et il parle calmement. Écoutez un petit peu ce qu'il lui dit. Absolument certain que devant vous, un homme en détresse, un enfant en détresse, vous l'aiderez. Bien sûr, on ne peut pas accueillir toute la planète Terre, c'est pas possible. C'est clair. On a des soucis, on a des familles à protéger. Mais je suis d'accord avec vous. Mais attendez, je serais d'accord sur un point, c'est de dire que, en toute hypothèse, le mieux c'est que les gens ne partent pas de chez eux. Donc on s'occupe de ça. Mais à l'inverse, quand on commence à tenir le raisonnement que vous tenez, dont j'admets la rationalité, vous ne dites rien qui n'est pas rationnel. Mais je vous pose la question, vous faites comment? Vous faites quoi? Les solutions amenées par M. Zemmour, moi je les trouve correctes. C'est quoi? C'est de bloquer les frontières, Comment? Parce que personne n'est capable de le faire. Gaston Defferre avait une blague qui était horrible. Il disait, écoutez, nous on avait la Gestapo, la milice, la SS, et de l'autre côté, la garde civile franquiste. Et on passait quand même. Vous ne pouvez rien contre la volonté qu'ont les gens de vivre. Vous ne pouvez rien. Par conséquent, vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter à la situation. S'adapter, c'est ma réponse. 1, que les gens puissent rester chez eux. 2, quand ils partent, les accueillir dignement. 3, se demander comment ils peuvent participer à l'effort collectif. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que la plupart d'entre eux travaillent, s'occupent de leurs enfants, tâchent de mener une vie digne et souvent vivent dans la peur. La peur d'être intercepté, la peur d'être amené de force instantanément. Et un jour, j'ai utilisé un argument qui m'a été assez stupidement reproché. J'ai dit, écoutez, combien il y en a de clandestins? Personne n'est capable de me dire combien il y en a. Les uns disent 200 000, les autres 600 000, les autres 800 000. Et j'ai dit, pour présenter un argument rationnel, j'ai dit, écoutez, comment vous faites? Comment vous allez faire pour les capturer? Rien que ça va occuper des milliers de gens. Une fois que vous les aurez capturés, vous avez intérêt à ce que pendant ce temps-là, d'autres ne soient pas arrivés. Enfin, vous devez ramener les gens, ça fait combien de trains, ça fait combien de bateaux? Ce que je voulais montrer, monsieur, et que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'est pas rationnel de réclamer sans arrêt un moyen qui ne se pourra jamais se mettre en œuvre. Voilà le discours donc de notre cher Mélenchon qui, encore une fois, ment et encore une fois manipule son auditoire en faisant croire, là c'est toute son argumentation, que ce n'est pas possible, que aujourd'hui on ne pourrait pas, même si on le voulait très fortement, empêcher l'arrivée de ces migrants en France ou en Europe. Alors ça, c'est faux, c'est archi faux. La seule chose qui fait que on ne les arrête pas, c'est parce qu'on n'y met pas les moyens. Ce n'est qu'une question de moyens et d'argent, c'est tout. C'est un choix politique. J'en ai parlé dans un commentaire sur une vidéo, quelqu'un qui me reprochait parce que je disais que on avait 45 ans de gauche en France et qui me disait que j'étais un menteur, qu'en fait on a eu qu'en gros que 2 ans ou 7 ans, je sais plus, de gauche en France et qu'en gros tout le reste donc c'était la droite. Et c'est ce que je lui ai expliqué dans en commentaire. Je lui ai dit que là où il se trompe, et ça c'est parce que on a vécu 45 ans de gauche, qu'il pense comme ça, c'est que là un pays qui est de gauche, c'est pas lié aux hommes politiques, c'est pas lié à des partis politiques, c'est lié à des choix. Et c'est lié à des décisions. La France a fait des choix et a pris des décisions depuis 45 ans qui sont des choix et des décisions de gauche, tout parti confondu. Je lui donnais comme exemple que en France, on a eu un parti politique qui, une fois, a réduit les aides sociales ou supprimé. Je lui donnais des exemples comme par exemple le RSA, la Sécu, les aides aux associations. Est-ce qu'une fois, on a vraiment eu en France un homme politique et un pouvoir politique qui a grandement diminué tout ça, tout ce qui touche au social en France? Est-ce qu'une fois, on a eu quelqu'un qui a grandement diminué tout ça? Jamais ça n'est arrivé.
Donc, Monsieur Mélenchon est en train de nous dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les choix et les décisions qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui font que ça n'est pas possible. Je vous garantis que si demain, si on crée une loi qui dit que toute personne qui transporte, aide n'importe où sur le territoire français ou passe d'un territoire, d'un autre pays vers la France. Je vais prendre comme exemple les bateaux qui vont récupérer les gens au milieu de la mer et qui les ramènent en France. Si toutes ces personnes-là, on leur mettait, même ceux qui bossent dans ces associations, qui aident les sans-papiers, si toutes ces personnes-là, on leur mettait 10 ans de prison. Si tous ces gens qu'on arrête, on ouvrait des prisons gigantesques pour les mettre dedans en attendant leur expulsion, en leur donnant un minimum vital, c'est-à-dire à manger, à boire et un endroit pour dormir. Je suis pas en train de vous parler de confort 5 étoiles là, hein. C'est-à-dire une planche de bois, ils peuvent dormir. Si on faisait en sorte que la police arrête les gens, leur demande leurs papiers et que si ils ne sont pas français, ils soient arrêtés immédiatement et donc enfermés, je peux vous dire que si on faisait toutes ces choses, le problème serait réglé rapidement une fois qu'elle serait mise en place. Pas en train de vous dire que ça prendrait 6 mois à être mis en place. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'aujourd'hui, on a mis le pays dans une position de faiblesse extrême par rapport à ces sujets et on essaye de nous faire croire que, vous voyez bien, c'est impossible. C'est son discours. Eh bien, tout ceci, c'est du foin. Tout ceci, ce ne sont que des choix de 45 ans de gauchisme, de communo-gauchisme et ce sont des mensonge. Tout est possible, tout dépend quelle direction on veut prendre et où on veut mettre l'argent. Vous vous rappelez de ce chiffre que j'avais donné? C'est 1 milliard d'aides pour les associations d'aide aux migrants. Je peux vous dire que si ce milliard il était mis pour construire des prisons, pour les mettre en prison, pour créer des choses, pour empêcher les immigrés de venir en France, ça ferait déjà une belle somme. Ce serait pas assez, hein, ça c'est sûr, mais ça serait déjà une belle somme. Juste quelques chiffres, très rapidement. Le nombre total de migrants en Europe, musulmans, je ne parle que des musulmans, donc ça prend pas en compte une partie de l'immigration qui vient d'Afrique et qui n'est pas musulmane, ou même de l'immigration de l'Asie, de l'Europe, voilà, enfin, de pays d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne, l'Europe géographique je parle. Maintenant voilà quelques chiffres. Hein. En Europe, 46 millions de musulmans. France, 6 à 7 millions. Allemagne, 5 millions et demi. Royaume-Uni, 4 millions. Italie, 2 millions et demi. Espagne, 2 millions. Pays-Bas, 1 million. Belgique, 700 à 800 000. Autriche, 750 000. Grèce, 500 000. Suède, 800 000. Suisse, 400 à 450 000. Danemark, 320 000. Norvège, 250 000 à 270 000. Finlande, 100 000. Hongrie, 30 000 à 40 000. Pologne, 40 000. Roumanie, 70 000. Bulgarie, 1 million. Forte minorité historique turque et tartare. Bosnie-Herzégovine, 1,7 million, mais c'est la moitié de la population. Le Kosovo est à majorité musulmane et 1,8 million. Et l'Albanie aussi, majorité musulmane, 2,5 millions. Et la Macédoine, 700 000. Maintenant, on va faire notre petite comparaison rapide. 1930, il y avait 5 à 6 millions. Mais sur ces 5 à 6 millions, pour vous dire, hein, il y avait 5,5 millions de musulmans dans les Balkans. Donc en gros, en Europe, en 1930, c'est-à-dire il y a 100 ans, il y avait 500 000 musulmans. En 1970, il y en avait 8 à 10 millions. Mais il y a toujours ces 5,5 millions des Balkans qui devaient être plus à 6 millions. Donc on était à environ 2 millions. Aujourd'hui, on est à 46 millions. Ça, c'était dans les années 70, donc c'était il y a 50 ans. Là, on est 50 ans plus tard à 46 millions. C'est-à-dire que là, en 40 ans, on est passé de 500 000 à 2 millions. Et là, en 50 ans, on est passé de 2 millions à 46 millions. Donc, voyez un petit peu cette proportion de musulmans, comment elle a augmenté. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la France et sur ses politiques en France? Maintenant, quelles conséquences ça a sur l'Europe? Eh bien, ça a pour conséquence que 46 millions de votants, même si sur les 46 millions, je pense qu'il y en a une partie qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas voter pour en tout cas les présidentielles, que certains pays, je crois que c'est la Belgique, hein, qu'ils peuvent voter pour les communales. Eh bien, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que c'est un électorat
qui peut faire élire des gens. Et je peux vous dire que les cocos, les communistes, les communo-gauchistes, ils se sont fait une spécialité dans l'histoire du monde de trahison de leur peuple pour être élus. Je vais prendre un exemple, l'Iran. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les communistes du TUD et d'autres mouvements de gauche ont aidé à renverser le Shah. À l'époque, le Shah d'Iran. Mais du coup, ils se sont associés avec les islamistes de Khomeini, qui étaient bien plus organisés, qui savaient un peu plus manier les foules de leur pays, bien évidemment. Et en fait, ils ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les communistes de l'époque, les gauchistes en gros, ont été tués, massacrés. Ils ont trahi, se sont associés aux musulmans islamistes, et ensuite, une fois que le pouvoir était devenu islamiste, ils se sont fait tuer. Je vais vous montrer pour que vous voyez un petit peu la comparaison. Voici j'ai tapé sur Google Images, j'ai tapé Iran 1970. Je vais vous montrer donc ces images. Regardez un petit peu sur Google, quand on tape Iran 1970, ce qu'il se passe. On a des jeunes femmes qui avaient encore la possibilité de s'habiller librement, que ce soit les hommes, les femmes. Regardez, ça ressemblait à une société qui était plutôt occidentale et capitaliste, c'est-à-dire une société où elle mettait quand même en avant une certaine liberté, une certaine démocratie, pour reprendre un peu les termes de ces gens. Voilà, il n'y avait, en fait, tout était comme ça. Regardez, c'est coloré. C'était quelque chose qui, si je devais prendre l'exemple des gauchistes, c'était quelque chose qui se rapproche de ce que eux souhaiteraient pour les femmes, c'est-à-dire la liberté de faire et de choisir comme elles ont envie d'être, et un peu la liberté des gens. Ensuite, j'ai tapé Iran, je vais vous montrer, voilà, Iran 2015. J'ai voulu taper Iran 2025, mais en fait, ça mettait pas d'image des rues. En fait, ça me mettait plus des photos de l'actualité de 2025 en Iran. Donc, j'ai choisi 2015 pour ça. Mais bon, ça change pas grand chose. Je rappelle que c'est en 79 que le Shah a été renversé. C'est marrant de dire cette phrase. Donc, du coup, voilà les photos pour l'Iran en 2015. Je suis désolé, mais les images parlent d'elles-mêmes. C'est très clairement différent. Il y a quand même un petit peu de liberté, mais je peux vous dire qu'on verra pas de nana en maillot de bain sur la plage, ça c'est sûr. Donc pour revenir à notre cher Mélenchon et ce qui s'est passé avec cette jeune fille, on voit bien que le communisme aime amener comme ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé pour le 10 septembre. C'est pour ça qu'ils parlent toujours de manifs. C'est pour ça qu'ils font du blabla autour de ça. Vous savez, ils arrêtent pas là en ce moment dans les médias d'attaquer le RN parce qu'il n'a pas défendu le fait d'aller faire les manifestations. Ben oui, parce que les manifestations, c'est un truc de communo-gauchistes en fait. Et il essaye de faire croire que parce que on ne va pas manifester, on n'est pas du peuple. Non, monsieur Mélenchon, vous faites ça, vous les communistes, depuis 100 ans vous faites ça, depuis 100 ans vous montez, et le gauchisme, parce que tout est parti du gauchisme, allez voir ma première vidéo sur la gauche qui parle de la révolution, c'était aussi une manière d'amener le peuple à se révolter, et c'était le début du gauchisme. Ils ont toujours eu cette envie comme ça de réveiller les peuples, de les amener à un changement par la violence, et au final, on sait comment ça finit. Et aujourd'hui, on est vraiment face à ça, on est face à leur manière de faire qui laisse comme ça s'insinuer un électorat qui pousse vers l'islamisation de l'Europe, des pays. Voilà, j'en parlais hier dans ma vidéo sur les fêtes du cochon et compagnie. On sent qu'ils sont là pour ça, on sent qu'ils sont là pour nous amener vers la révolution, vers le chaos, et essayer de, comme ça, dans le chaos, de s'en sortir, mais ils ne s'en sortent jamais, ils se font toujours trahir. On l'a vu par des gens qui prennent le pouvoir, parce qu'ils les connaissent, ils savent que s'ils les laissent avec eux, ils vont se retourner contre eux, parce qu'ils ne font que ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On le voit bien, depuis Mitterrand, ils vont de combat en combat, en combat, en combat. Ils ne résolvent jamais rien. Ils changent juste de combat. Ils sont passés des ouvriers aux immigrés. Maintenant, ce sont les musulmans. Enfin, c'est sans fin. Ils trouvent toujours des combats. Ils trouvent toujours des manières de déstabiliser.
il n'amène rien, il ne crée rien, il ne crée que du chaos. C'est pour ça qu'on doit mettre en avant ces choses-là, que les Français doivent être au courant de ce qui se cache derrière leur petite magouille. On voit cette pauvre petite Allemande de 6 ans se retrouver comme ça, agressée extrêmement violemment par un petit gamin qui devait peut-être qui avait moins de 10 piges, juste parce qu'en fait, elle était dans une école où les gens parlaient que l'arabe ou le turc, quoi. Et on voit aussi que des petits, la culture peut amener des violences très très dures envers ceux qui ne sont pas comme eux. Après, je pense que le père a fait quand même une erreur de mettre sa fille dans cette école. Enfin, ça devait savoir que cette école était comme ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a un peu pété un câble à mettre sa gamine là-dedans. Ah bon, bref, tout le monde peut faire des erreurs. Et allez, une dernière. Je vous quitte là-dessus, une petite image pour vous remonter le moral, pour vous dire qu'il faut croire à la France et la défendre notre culture et défendre nos artistes danseuses françaises qui se donnent de la peine pour mettre en valeur notre beau drapeau. Merci à tous, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de nos chers manipuleurs de communistes. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.